à moi et Maxime. Et en même temps de Delphine qui va intervenir aussi pour présenter un exemple de projet. Alors, c'est parti. Dans un premier temps, excusez-moi. Je veux vous présenter la Fondation, évidemment, pour ceux qui nous connaissent moins. La Fondation de la Faune du Québec, notre première mission, et non la moindre, c'est bien de promouvoir la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat partout au Québec. La Fondation a été créée en 1984 dans le but précis de réduire la perte importante de superficie d'habitat humide et aussi pour lutter contre la dégradation de la qualité des habitats aquatiques et terrestres. Mais en fait, les activités officielles de la Fondation ont commencé en 1987, alors qu'on a été reconnu à ce moment-là comme organisme de charité. Sachez que la Fondation relève directement du ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs, des Forêts, de la Faune et des Parcs, mais notre budget n'est pas soumis à l'approbation de l'Assemblée nationale. Alors, on est indépendant du gouvernement et on a notre conseil d'administration autonome pour ce qui est de toute l'administration de notre budget. On est tout à fait autonome. Notre financement est stable, surtout provenant des contributions versées par les pêcheurs, les chasseurs et les trappeurs via les permis. Ensuite, on a bien sûr un financement supplémentaire par différentes ententes de partenariat avec des ministères, différents paliers gouvernementaux, des donateurs privés de plus en plus aussi et des alliances avec des entreprises privées. On a également plusieurs activités de financement en collecte de fonds. Je pourrais vous en glisser un petit mot un petit peu plus loin. Pour vous donner une idée un petit peu de notre budget, on est rendu maintenant à 12 millions dans l'année financière 2021. C'est un record. C'est sûr qu'on est en croissance à chaque année, puis on développe beaucoup de partenariats. Donc, on est rendu à ce chiffre-là, dont 60 provient beaucoup de partenariats et 40 35 à 40 des contributions des chasseurs, pêcheurs, trappeurs. On a quand même un 5 aussi qui vient directement des donateurs et de la collecte de fonds. Pour l'utilisation de nos fonds, comme vous voyez sur le graphique, c'est 85 qui va directement sur les projets. Alors, tout l'argent qu'on récolte va vraiment être investi directement sur le terrain. Et pour le reste, bien sûr, on a des frais d'administration qui sont en bas de 10 et on a des investissements en communication et en collecte de fonds également. Comment agit la Fondation? Elle agit à deux niveaux. Elle appuie financièrement et techniquement des centaines d'organisations du milieu qui veulent réaliser des projets, que ce soit pour la conservation, la mise en valeur et l'aménagement d'habitats fauniques. Alors, soutien technique, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est sûr que c'est un partage de savoir-faire, de l'expertise de la Fondation. À l'époque, et on va même recommencer à le faire, mais évidemment, la pandémie nous a arrêtés un peu. On a organisé des colloques, des congrès. On fait partie de comités aussi pour l'organisation d'événements. On offre aussi un service de gestion des fonds pour certaines entités. Et on supporte aussi les organismes dans le montage de leurs demandes d'aide. On leur donne des conseils. On parle du territoire à lequel ils veulent faire un projet. On essaie d'outiller le plus possible le promoteur afin qu'il présente une bonne demande d'aide financière. Nos partenaires et collaborateurs, évidemment, on en a plusieurs sur l'ensemble de la province. Ici, ce n'est pour n'en nommer que quelques-uns, autant au niveau de la conservation, au niveau agricole, au niveau forestier. À tous les niveaux, on a des partenaires avec qui soit on collabore ou qu'on soutient des projets, puis on travaille en étroite collaboration. Nos sujets d'intérêt, bien, ce sont toutes les espèces fauniques, c'est pas compliqué, vertébrées du Québec, que ce soit des espèces prélevées ou non, menacées ou non. Alors, on est autant sur les mammifères, les poissons, les amphibiens, les reptiles. Notre territoire, il est large. Il concerne évidemment tous les milieux naturels du Québec, alors aquatiques, humides, riverains ou terrestres. Les valeurs qui nous animent sont importantes. D'abord, à la Fondation, le maintien de la biodiversité, c'est notre prémisse de base, évidemment. On met beaucoup d'emphase aussi sur le partenariat. Alors, on incite beaucoup les organismes à travailler en collaboration avec d'autres organismes et d'autres partenaires dont nous, on fait partie. La rigueur et l'équité dans notre façon de faire, dans nos processus, et le développement durable des communautés qui est très important aussi.
Nos secteurs d'activité, je l'ai mentionné tantôt, l'appui financier, c'est sûr que c'est la base de ce qu'on fait. Soutien technique, on accompagne nos promoteurs dans leurs projets le plus qu'on peut. On travaille beaucoup à la relève à la pêche au Québec aussi. Sachez que rapidement, là, Maxime, tantôt, va faire le tour de plusieurs programmes d'aide. Mais la relève à la pêche, c'est une des lignes directrices qu'on a depuis longtemps à la Fondation avec notre programme Pêche en herbe qui nous a permis aujourd'hui d'initier les jeunes à la pêche. Là, plus de 316 000 jeunes qui ont été initiés grâce à notre programme Pêche en herbe. Et la collecte de fonds, c'est une activité qui prend le plus de place aussi. On a des soupers bénéfices, bon, bien sûr, avant pandémie, des cocktails bénéfices et également un superbe encan faune que certains d'entre vous doivent connaître, qui est sur notre site Internet durant un mois, au mois de février. Les faits saillants de la Fondation, bien, bientôt, on va avoir 40 ans. C'est quand même une organisation intéressante d'avoir autant d'années pour travailler sur la fonte directement. Budget annuel de 12 millions, ce qui est non négligeable. Près de 2000 organisations partenaires avec qui on travaille, 8000 projets soutenus dans toutes les régions du Québec et plus de 6000 hectares d'habitats protégés à perpétuité grâce à notre financement. Alors ici, c'est ce qui fait le tour un petit peu, grosso modo, de la Fondation de la Fonte. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre tout de suite ou en cours de route durant la présentation. Mais je peux prendre une minute maintenant avant de parler directement du Fonds des municipalités. Si vous avez des questions en lien avec la Fondation, je ne vois peut-être pas tout le monde, les mains levées. Peut-être Isabelle, si tu les vois, tu pourras me le dire. Oui, non, pour l'instant, tout est beau. Parfait, merci. Alors, on rentre dans le cadre du sujet, le Fonds des municipalités pour la biodiversité. Bien, évidemment, vous le connaissez tous, mais aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est de faire le tour un peu des grandes lignes du fonds, de tenter de répondre le plus possible à vos questions, puis de vous expliquer comment ça fonctionne. Ce n'est pas sorcier du tout, mais c'est important que tout le monde ait le même message. Alors, on se lance, puis je suis disponible pour répondre à vos questions avec Maxime aussi. Alors, tantôt, Isabelle en a parlé quand même un peu. Hein, le fonds a été créé en 2016. Alors, j'ai dit 3 ans tantôt, ce n'est pas vrai. On est déjà rendu à la 5e année. C'était une initiative qui a été mise en place par la Société pour la nature et les parcs Section Québec en collaboration avec la Fondation de la Fonte. Alors, l'idée initiale, c'était vraiment de créer un outil de financement qui permet directement aux municipalités et aux villes de contribuer efficacement aux grands défis environnementaux par la réalisation de projets concrets de protection et d'amélioration des milieux naturels sur leur territoire. Qui fait quoi? Important. La SNAP, son rôle, parce qu'on travaille vraiment en partenariat, les deux organisations, la SNAP, elle est responsable du développement du Fonds des municipalités et des nouvelles adhésions en approchant les municipalités, en les contactant, en fonction des intérêts aussi puis des projets qu'ils pourraient avoir sur le territoire. La Fondation, elle, est responsable de la bonne gestion du fonds, du suivi administratif des ententes avec les municipalités et de la réalisation des projets qui en découlent ou qui vont en découler sous peu. Le principe de base, pour vous le rappeler, au Fonds des municipalités, c'est vraiment qu'on invite les municipalités, villes ou MRC à contribuer au fonds en versant un montant équivalent à 1 $ par ménage ou unité de taxation par année dans un fonds qui lui est réservé, propre à lui. Alors, on appelle ça à la Fondation un fonds dédié. D'ailleurs, les ententes que vous avez signées avec la Fondation sont des ententes de création de fonds dédiés. L'idée, c'est d'utiliser ces sommes-là qui sont accumulées dans le fonds pour réaliser des projets en collaboration avec des partenaires du milieu. Les objectifs du fonds, je vous les rappelle, c'est d'assurer, on revient souvent aux mêmes mots-clés, mais c'est bien important que tout le monde puisse les avoir en tête, assurer la protection, l'amélioration, la mise en valeur et l'aménagement d'habitats fauniques et de milieux naturels. Pouvoir maintenir une connectivité et accroître la productivité faunique de certains habitats, en les restaurant, en les améliorant et en faisant surtout connaître les moyens de les protéger par différentes actions. Préserver la biodiversité et contrer les impacts des changements climatiques. Favoriser la connectivité entre les différents habitats fauniques et les différents milieux naturels d'intérêt. Impliquer la collaboration des différents partenaires locaux et régionaux et la collectivité. Donc, on incite toujours les municipalités, les organisations à travailler de concert. Les types de projets admissibles.
On parle ici, c'est sûr que tantôt, mon collègue Maxime va vous parler vraiment en détail de nos programmes et d'exemples typiques de projets que vous pourriez déposer. Mais dans l'ensemble, si on parle de grandes activités, on peut parler de protection de milieux naturels ou la création proprement dite d'aires protégées, c'est-à-dire des projets d'acquisition, soit de plein titre ou soit de servitude de conservation, des aménagements, de la restauration d'habitats, que ce soit pour des milieux humides, des milieux agricoles, c'est possible aussi. La planification d'intervention à l'échelle du territoire, on parle ici de plans de conservation ou de stratégies d'intervention à l'échelle d'un territoire, d'une municipalité, afin de prioriser des secteurs où est-ce qu'on voudrait travailler, où est-ce qu'il y a des enjeux plus spécifiques. On parle aussi beaucoup de démarches de conservation volontaire auprès des propriétaires privés. Évidemment, c'est peut-être moins les municipalités qui sont appelées à le faire, mais il y a des démarches qui peuvent se faire très bien en collaboration avec des organismes du milieu pour essayer de faire vraiment du démarchage et de sensibiliser les propriétaires à l'importance de leur milieu naturel sur leur territoire. Transfert de connaissances vers des groupes ciblés. Ce sont des projets de formation ciblée à des groupes. Ça peut être justement des groupes d'aménagistes, à des organisations spécifiques qui peuvent faire une différence dans leurs actions quotidiennes sur le territoire de la municipalité. Et finalement, la sensibilisation du grand public, c'est aussi des types de projets qui sont admissibles chez nous. On vise davantage la formation, mais la sensibilisation, on le sait qu'elle est très importante. Ça commence par là, où est-ce qu'on veut faire une différence dans certains projets. Ici, je ne veux pas vous faire peur avec beaucoup de chiffres, mais vous allez vous reconnaître quand même. C'est pour vous faire un petit rappel de l'importance et de l'intérêt du Fonds des municipalités grâce à son effet multiplicateur. En fait, la Fondation, si on y va historiquement, sachez qu'elle s'est engagée à contribuer pour les années 2017 à 2022 inclusivement au Fonds MB pour investir un montant de 100 000 $ par année afin d'apparier toutes les sommes qui vont être déposées par les municipalités. C'était jusqu'à contribution de 25 % de ce que la municipalité va mettre. Ensuite, on a réussi en 18-19 à aller chercher une entente de 100 000 $ aussi du ministère de l'Environnement, qui s'est dit on va faire la même chose que la Fondation. Donc, on va investir 100 000 $ jusqu'à concurrence de 25 % pour offrir un rendement aux municipalités. Donc, les deux contributions ensemble pour 18-19, ça nous a donné un rendement de 31,25 % qu'on pouvait offrir aux municipalités. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'après plusieurs démarches réalisées par la SNAP de concert avec la Fondation, on a réussi à aller chercher une entente majeure pour poursuivre ce partenariat-là. Et là, c'était majeur. Sur 3 années supplémentaires, le ministère a accepté d'octroyer 1,8 million pour 3 années financières. Alors, c'était réparti à raison de 625 000 par année. Ce que ça fait avec l'appariement de la Fondation, bien, on arrive aujourd'hui à un rendement intéressant de 104 % pour les 3 années financières, 2021, 21-22 et 22-23. Évidemment, la Fondation 22-23, c'est sous toute réserve, mais c'est une contribution beaucoup plus petite et elle va être confirmée au prochain conseil d'administration, fort probablement. Donc, ça vous assure un rendement d'au minimum 100 % pour les 3 années financières. Alors, c'est sûr que c'est quelque chose de très intéressant. C'est rare qu'on peut avoir des placements avec ces intérêts-là, peu importe où est-ce qu'on va aller cogner à la porte. Je vous donne un petit exemple ici d'une municipalité X. Ce qu'on a fait comme exercice, c'est de regarder en moyenne les 48 municipalités, leurs contributions. On arrive en moyenne à une contribution initiale de 11 000 $. C'est pour vous donner ici un exemple dans l'encadré de un peu l'effet levier que ça peut donner jusqu'à potentiellement 4 fois plus que le montant investi au départ. Donc, une municipalité va investir 11 000 dans son fonds. La bonification du fonds actuellement avec ses partenaires, c'est d'ajouter 11 000 à la contribution initiale, donc pour un total de 22 000. Et à ça, par la suite, la beauté de la chose, c'est d'être en mesure de demander d'utiliser ces fonds-là dans le cadre d'un programme de la Fondation. Ça peut être financé aussi par les fonds de la Fondation, jusqu'à un maximum de 50 % environ d'un coût total d'un projet. Ça voudrait dire, dans ce cas-ci, qu'il pourrait avoir une aide financière aussi de 22 000 supplémentaires. Donc, au total, un projet pourrait bénéficier de 44 000 alors que la municipalité investit au départ 11 000. Alors, c'est 4 fois plus, c'est quand même ultra intéressant.
Maintenant, ce qui est bien important à retenir ici, c'est vraiment le mécanisme pour déposer un projet qui est simple, mais avec un processus rigoureux dont la Fondation applique pour tous les projets qu'elle traite. Alors, l'étape 1, on vous invite à soumettre un projet, que ce soit par la municipalité ou à la ville, un projet qui est admissible à l'un ou l'autre de nos programmes d'aide financière de la Fondation selon la date de tombée spécifique de ce programme-là. Tantôt, Maxime va faire le tour des programmes puis va vous montrer où se diriger. Évidemment, notre site Internet est très convivial. Vous allez être en mesure d'aller savoir quels documents d'information prendre en compte pour savoir à quel programme déposer un projet. Notez qu'on n'aura pas besoin de résolution. On veut rendre ça assez simple pour les villes. Dans la résolution que vous avez adoptée pour adhérer au fonds, pour nous, c'est déjà ancré que lorsque vous déposez un projet, on n'a pas besoin de recevoir une résolution supplémentaire. Donc, ça, c'est intéressant. Je marque en deuxième point, collaboration mandat avec un ONG du milieu. Dans le fond, nous, on veut recevoir les projets des villes, mais évidemment, on encourage fortement à travailler en collaboration avec un organisme du milieu. Alors, de manière générale, l'aide est accordée toujours à la municipalité, mais celle-ci pourrait très bien mandater un organisme local, partenaire, afin de réaliser le projet. On comprend très bien qu'il y a des organismes qui sont très expérimentés, puis il y a des villes qui sont peut-être moins à l'aise de faire eux-mêmes le projet. Les versements de l'aide accordée à ce moment-là pourraient aller directement à l'organisme sous la demande de la municipalité. Dans des cas spécifiques aussi, on est bien sûr ouvert à ce que ce soit les organismes directement qui présentent eux-mêmes des projets. Mais il faudra, dans ce cas précis-là, avoir l'accord écrit de la municipalité pour laquelle elle devra nous soumettre le projet et ensuite nous dire on aimerait que tel organisme fasse le projet pour nous. On souhaite évidemment que la municipalité prenne partie, vraiment est partie prenante du projet. On ne souhaite pas qu'elle mandate seulement l'organisme et qu'elle le regarde un peu de loin. On veut que la municipalité s'approprie le projet et qu'elle participe activement à la réalisation de ce dernier. C'est important pour nous parce que c'est le but d'impliquer les villes dans le fond des municipalités. Le montant demandé à la Fondation, c'est sûr que dans votre montage financier, vous allez devoir écrire montant demandé issu du fonds des municipalités. Il peut aller à différents pourcentages. Il peut même aller jusqu'à 100 de votre fonds MB. Vous n'êtes pas obligé. Le 50 que vous allez demander dans le cadre d'un programme d'aide, il peut tout provenir de votre fonds. Ce n'est pas un problème, pour autant que vous avez les fonds disponibles. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aller chercher, comme je vous ai dit tantôt, des fonds supplémentaires. Donc, vous pouvez dire, dans ma demande, je demande 10 000 de mon fonds des municipalités et je demande aussi 10 000 par le biais du programme d'aide visé. Donc, c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, on diversifie les sources de financement et ça fait un projet qui est à la fois financé par la municipalité, par le fonds des municipalités et par les programmes d'aide de la Fondation. Je vous donne un exemple. La ville de Boucherville nous a présenté un projet d'acquisition à perpétuité d'une propriété de 26 hectares. Je crois que c'est le parc Pierre-Dansereau, si je ne me trompe pas, pour protéger la rainette Faugrillon de l'Ouest. Alors, le projet a été payé en partie par la ville qui voulait mettre un significatif 5 000 je crois, dans le projet, mais elle est venue chercher de l'argent dans le programme Protéger les habitats et elle est venue chercher aussi de l'argent dans son fonds des municipalités, en plus d'aller chercher du partenariat local. Donc, ça, on appelle ça un des meilleurs exemples de variété de sources de financement. Ce n'est pas obligé d'être aussi diversifié, mais c'est quand même un exemple très intéressant. La durée maximale des projets, d'habitude, dans nos programmes d'aide, c'est 2 ans. C'est sûr que si un projet peut se prolonger, on en discute au cas par cas. L'étape 2, votre projet va être évalué, c'est sûr, votre projet va être évalué d'abord par un gestionnaire de programme et ensuite, il sera soumis aux membres d'un comité externe du programme visé. Tous les projets qu'on reçoit à la Fondation, que ce soit des fonds dédiés ou non, doivent passer par un comité. Alors, nos comités externes sont habituellement composés de 3 membres qui sont issus d'un domaine pertinent en lien avec le programme. Il peut provenir généralement, il vient du milieu gouvernemental ou scientifique, du milieu académique et souvent du milieu aussi de terrain proprement dit en formation pratique.
Alors, votre projet va passer par cette étape-là. Et ensuite, une réponse va arriver évidemment dans un délai de 2 à 3 mois. On souhaite que ce soit plus que 2 que 3 pour savoir si votre projet répond aux objectifs et est accepté. Par la suite, vous allez recevoir un contrat d'aide financière pour suivre ce projet-là spécifiquement. Ici, j'ai une note en noir qui est super importante pour tout le monde. On l'a mentionné, mais c'est important que je le dise. Ici, c'est le message principal. Sachez que tous les montants que vous bénéficiez dans vos fonds devront être dépensés au plus tard le 31 mars 2027. C'est en lien avec notre entente avec le ministère de l'Environnement qui fait en sorte que vos fonds sont beaucoup bonifiés. Et on se doit de respecter cette date limite-là. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'il faut se mettre au travail maintenant. Il faut se mettre en mode projet, en mode planification, développement. On est là pour vous soutenir dans vos idées. On vous invite à aller voir nos documents d'information et il faut tenter d'utiliser l'argent dès que possible parce que si on attend 2025, 2026, les projets risquent de ne pas être terminés. Et nous, on a une entente très claire avec le ministère qui dit qu'après cette date-là, on se doit de retourner les sommes qui sont investies par le ministère et non pas celles de la ville. On doit les retourner. Mais ce n'est évidemment pas ce qu'on souhaite. Alors, c'est le message principal que je veux vous donner. Sachez aussi qu'il y a certaines villes, c'est très particulier. Eux autres, ils doivent dépenser une petite partie de leurs fonds avant 2024, mais je ne veux pas vous mélanger avec ça. Ces villes-là ont reçu une communication particulière cet été et ils savent à peu près quel montant ils devraient utiliser dans le cadre de projets avant 2024. Ce ne sont pas toutes les villes, c'est les premières qui ont adhéré en principe. Il y en a 13. Alors, si certaines d'entre vous ne se reconnaissent pas de problème, on pourra vous redonner la communication, vous donner l'information. En principe, toutes les administrations des villes ont reçu cette information-là. Alors voilà, je vous remercie beaucoup. Ça fait beaucoup de choses, mais en même temps, je sais que vous aviez déjà des choses que vous étiez au courant. Je suis disponible pour répondre à vos questions maintenant. Puis ensuite, je passe le flambeau à mon collègue qui va vous parler des programmes et des projets. Merci. Merci. Avant de céder la parole à Maxime, il y aurait une question de M. Dominique Thibault. Bonjour, Dominique. C'est le fun de se faire rappeler monsieur. Bonjour à tout le monde. Je voulais juste mettre l'emphase un peu sur une chose que tu as dite, Christine, au niveau des possibilités de collaboration et de partenariat avec les organismes du milieu. Là. Je pense que c'est une belle occasion, ce fonds-là, puis les programmes de la Fondation, là, de façon générale, là, pour avoir ce genre de collaboration-là, pour atteindre des résultats de façon peut-être un peu plus efficace là, dans notre cas là, que de passer, par exemple, à travers le processus de la ville. Puis ma question, c'est à quel point vous êtes, vous tenez mordicus à ce que ce soit la ville qui soit le demandeur du projet. De notre côté, de la façon qu'on a, je ne veux pas ennuyer tout le monde avec mon cas personnel, là, mais... Non, c'est correct. Je savais que tu allais l'exposer. Non, mais... C'est correct. Mais c'est ça ma question, en fait, c'est à quel point vous tenez mordicus à ce que ce soit la ville qui dépose les demandes puis qui fasse le côté paperasse, là. Pas qu'il soit extrêmement pesant. Là, je veux aussi souligner les efforts de la Fondation à travers les années là, pour que les demandes puis que tout le côté des dépôts puis tout ça, ça se fasse bien puis que ce ne soit pas trop lourd puis pas trop... je pense que vous êtes assez exemplaire là-dedans, mais quand même... À quel point vous tenez à ça? Bien, ta question est bonne. En fait, l'idée au départ, avoir lancé le fonds, on y tenait. On voulait d'abord qu'une municipalité, parce qu'on en soutient déjà beaucoup d'organismes, on voulait qu'une municipalité, pas réalise, mais s'implique directement dans un projet dont elle veut mener, mais avec un accompagnement. On sait que les pros, il y a plein de villes qui sont en mesure de le faire, mais il y a des plus petites municipalités qui ont besoin d'accompagnement. Mais je dois vous dire qu'on ne tient pas mordicus. On encourage à ce que ça soit présenté par la ville, mais comme j'ai dit, on a cette ouverture, surtout dans le cas de certaines, peut-être, municipalités ou MRC qui sont plus grandes. Comme vous, je sais que vous passez par la Fondation, votre fonds est l'art.
On est très ouvert à travailler avec un organisme directement, mais on ne voudrait pas que tous les organismes disent on va approcher les villes et on va tout faire vos projets. C'est comme si on sentait que la ville va être peut-être mise de côté un peu, alors qu'on veut qu'elle atteigne ses résultats sur son territoire elle aussi. Donc, on n'y tient pas mordicus, mais on l'encourage de premier niveau, est-ce que ce soit la ville? Mais si la ville nous dit payer tel organisme qui a fait le travail, on va le faire. Puis si la ville nous dit, on ne le fait pas, mais on accompagne, on collabore, puis on demande à ce que ce soit un organisme qui fasse le projet, on va l'accepter aussi. Il faut juste avoir une ligne claire de la direction de la ville en disant, nous, on est d'accord à prendre 40 000 de notre argent, l'investir pour l'organisme X qui va faire l'ensemble de notre projet, à lequel nous, on va l'accompagner. Et ça, nous, on a besoin d'une communication directe. À la limite, on aimerait même que la ville dépose le projet qui va être monté par l'organisme, mais qui va être déposé par vous. Vous êtes un peu le porteur de ballon. Ce n'est pas vous qui avez rempli le formulaire, mais c'est vous qui le déposez puis qui vous nous dites voici le rapport final aussi à la fin et c'est l'organisme qui a fait le projet. On en est bien fiers. Donc, on est très ouvert à ça. On n'y tient pas mordicus que ce soit que la ville, mais on encourage pour ceux qui veulent le faire à ce que ce soit un projet de la ville aussi. Voilà. Super. Donc, on a un mode hybride. Merci. Ah, la souplesse, là, moi, j'aime ça, j'aime ça. Ça répond à ta question, Dominique? Monsieur Thibault, pardon, Monsieur Thibault. Monsieur Thibault, j'exige de me faire appeler Monsieur Thibault maintenant. Alors, merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres mains levées, alors je céderai la parole à Maxime. Je vais départager. Maxime, ton micro. Oui, c'est ça. C'est ce que je me disais. Il ne fallait pas que j'oublie ça. Fait que merci à mesdames et messieurs d'être présents aujourd'hui. Ce que je vais faire pour commencer, avant d'aller dans la présentation comme telle, je me suis dit que j'allais vous faire un petit aparté en vous présentant le site Internet de la Fondation. Fait que pour que vous ayez déjà un peu une idée de par où passer si jamais vous avez l'intention de déposer un projet. Fait qu'à moins que je me trompe, vous voyez présentement le site Internet. Donc, si on clique sur Fondation, c'est cette page-là qui va s'ouvrir à nous. Okay? Vous avez accès au programme d'aide financière de deux façons. Vous pouvez passer par l'onglet ici en haut et vous pouvez aussi passer par l'onglet ici en bas. Okay? Fait que découvrez nos programmes. On va passer par ce chemin-là pour vous donner un petit coup de main. Là, mesdames et messieurs, je vous prie de regarder ma présentation et de ne pas aller sur notre site Internet dès maintenant. Vous pourrez patienter après la présentation pour le faire. Donc, vous voyez, en arrivant ici sur la page Programme d'aide financière, vous avez des éléments ici. Vous avez même des exemples de projets qui sont présentés là. Comment soumettre une demande. En cliquant sur le petit plus, vous voyez apparaître certains éléments d'information qui peuvent être présents ici. Et vous avez surtout la liste des programmes. Vous avez la liste des programmes avec son objectif et la date de soumission pour une demande. On va prendre par exemple le programme Agir pour la Fonde, la date de soumission, 1er octobre et 15 mars. Il y a donc deux dates de dépôt dans le cadre de ce programme-là. Vous allez voir tantôt, je vais vous présenter un tableau qui va résumer un peu tout ça, mais sachez que ça existe. Ensuite, si vous cliquez sur le nom du programme, vous ouvrez la page du programme et vous aurez accès à quoi? Plus d'informations sur les objectifs et aussi, vous allez voir apparaître des éléments comme ça, comme consulter le document d'information. Évidemment, si vous cliquez dessus, vous allez avoir accès à de l'information supplémentaire. Vous avez d'autres éléments ici, informations importantes si vous avez des formulaires à utiliser et l'ensemble des documents que vous pourrez utiliser, tels que le formulaire de demande d'aide. Il y a des documents ici qui suivent, qui sont des documents qui vont être beaucoup plus dans le cadre du suivi de votre projet, par exemple le bilan financier. On s'entend que c'est quelque chose que vous allez déposer plus à la fin du projet. Fait que vous voyez un peu, toutes les pages de chacun des programmes sont présentées de cette façon-là. Donc, il n'y a pas de problème à consulter notre site Internet pour avoir de l'information. Vous allez vous y retrouver en allant sur la page des programmes. OK, maintenant que ça c'est fait, je vais quand même vous présenter quelques-uns de nos programmes. On va y aller ici. OK. OK. Est-ce que ça fonctionne? Oui, on dirait, personne ne se plaint. Donc,
Parmi l'ensemble des programmes de la Fondation, j'ai décidé de vous en présenter 6. Donc, 6 programmes. Pourquoi est-ce que ces programmes-là ont été choisis? C'est parce que c'est des programmes à fonds propres de la Fondation. Ce qui veut dire que, comme Christine le présentait dans son exemple, c'est des fonds d'appariement qui peuvent être contrebalancés, une contrepartie pour une partie des sommes qui viendraient, par exemple, de votre fonds MB. OK? Dans certains cas, étant donné que l'argent du fonds MB vient du ministère, bien, si vous vous appliquez dans d'autres programmes où le financement vient du ministère, ça peut être un petit peu plus compliqué, puis il faudra peut-être faire un petit peu plus de gymnastique pour votre montage financier. Sachez que nous serons là pour vous aider. Donc, voici les 6 programmes que je vais vous présenter. Fait que je vais vous les présenter en détail, bien que brièvement. Un premier programme, puis vous allez comprendre pourquoi c'est celui-là qui est présenté en premier, Agir pour la faune. Je vais répéter peut-être certains éléments que Christine a déjà parlé tantôt dans les types de projets qui peuvent être soutenus. Fait que ce programme-là vise quoi? Vise entre autres la planification d'actions de conservation, de restauration et d'aménagement des milieux naturels. C'est vraiment dans une optique de se donner une vision de ce que ça pourrait être les actions qui seront posées. Il y a un volet aussi pour l'information aux acteurs concernés pour la valeur écologique des habitats fauniques de leur territoire. Donc, un ensemble d'éléments qui peuvent être financés par le programme Agir pour la faune. Il y a 4 volets à ce programme-là, un pour les rives du Saint-Laurent, plus particulièrement, un pour la faune en déclin, donc pas les espèces menacées et vulnérables, faune et municipalité, fait que vous comprendrez pourquoi c'est souligné ici, et les autres habitats et interventions qui peuvent être soutenus. Donc, vous comprenez ici que l'élément municipal est d'intérêt pour vous. Dans le cadre du programme Agir pour la faune, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un peu un programme, je vais le dire comme ça, un peu un programme fourre-tout. Donc, il y avait comme des manquements à travers les différents programmes de la Fondation, faisant en sorte qu'il y avait des trous. Et ce programme-là vient combler ces trous-là. Donc, un projet qui ne pourrait pas être déposé dans un autre programme pourrait être déposé dans le programme Agir pour la faune. Bien évidemment, est-ce que ça cadre avec l'ensemble de la mission de la Fondation? C'est inévitablement quelque chose qui doit être respecté par les demandes. Un exemple ici d'un projet dans le cadre de ce programme-là, plan stratégique pour la protection de la plaine Tchekli, donc sur la côte nord. Donc, un projet qui a été déposé par la ZIB, donc un projet qui visait quoi? Qui visait à fédérer un ensemble de partenaires pour la protection de cette plaine-là. Donc, il y avait déjà une partie des terrains qui étaient protégés par Canard illimité, une autre partie qui était protégée par le ministère des Ressources naturelles, et il y avait une partie qui appartenait à une société ferroviaire. Donc, l'objectif de ce plan-là, c'est de fédérer tout le monde. Pourquoi? Pour pouvoir inscrire le site et le protéger, l'inscrire au registre des aires protégées du Québec. Donc, l'objectif, c'était vraiment de faire une démarche de planification. On n'était pas dans la partie de réalisation, puis ça va être important de le comprendre pour l'ensemble des autres projets, des autres programmes, pardon, où on va financer souvent des parties de planification. Fait que l'objectif de ce projet-là, c'était une phase de planification. Un deuxième programme, le programme d'amélioration de la qualité des habitats aquatiques, plus communément appelé le programme AQUA. Quel est l'objectif de ce programme-là? De contribuer à l'amélioration et la restauration de l'habitat du poisson d'intérêt pour la pêche, à l'exception du saumon, qui a encore actuellement un volet spécifique dans un programme pour les projets qui visent spécifiquement le saumon. Quel est l'objectif de ce programme-là? C'est d'augmenter la productivité faunique pour les habitats. Donc, inévitablement, pour le nombre et la taille des individus présents dans cet habitat-là. Un objectif aussi de ce programme-là, protéger et améliorer la biodiversité du milieu. Je vous donne un exemple ici. M. Hugo pourra peut-être nous en parler s'il le veut un peu plus tard. Donc, un projet qui visait à rétablir la circulation
la libre circulation de la Perche chaude, donc entre un chenal qui menait à la rivière Saint-François et par la suite au lac Saint-Pierre. Donc, il y avait une problématique de circulation, donc il y a des travaux d'aménagement qui ont été réalisés pour favoriser la circulation du poisson vers un marais qui est un site de reproduction pour la perche chaude. Vous voyez ce genre d'aménagement qui a pu être financé via ce programme-là. Le programme finance aussi d'autres types d'aménagements tels que des seuils, des frayères et des abris pour l'omble de fontaine en particulier. Un troisième programme de la Fondation, le programme Faune en danger. Quel est l'objectif de ce programme-là? C'est de contribuer au rétablissement des populations des espèces fauniques désignées menacées ou vulnérables en vertu de la loi. Les différents éléments qui peuvent être ciblés visent à protéger, améliorer, restaurer et faire connaître, on l'a déjà dit, Christine en a parlé tantôt, faire connaître les moyens de protéger les habitats, informer les gens sur ce qu'ils peuvent faire pour protéger ces différents habitats-là. Parfois, ça peut être aussi seulement de les informer de la présence de cet habitat-là. Les gens ne sont pas toujours informés de ces détails-là. Vous voyez aussi que ça peut toucher une multitude d'espèces qui sont tout autant des tortues, des oiseaux que des poissons et des mammifères. Voici un exemple, puis M. Thibault, ça pourra vous rappeler des bons souvenirs. La conservation volontaire d'habitats sur les propriétés privées. Un exemple ici pour le rétablissement de la population de tortues des bois de la rivière Shawinigan par l'intendance et le transfert de connaissances vers les propriétaires et aussi les intervenants, comme par exemple les municipalités. À moins que je me trompe, M. Thibault, vous étiez au départ impliqué là-dedans au tournant des années 2000. Vous avez le droit de répondre si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé. Je veux juste souligner que c'était un excellent projet. C'est toujours un excellent projet. Un autre programme, Fonds de forêt sur terre privée. Et là, c'est important de noter le privé. Donc, qu'est-ce que ça vise, ce programme-là? Ça vise à encourager l'engagement des propriétaires de boisés, les personnes qui possèdent ces boisés-là. Pas nécessairement, pas des entreprises, puis oui, parfois dans certains cas des entreprises, mais ça vise à les informer de ce qu'ils peuvent faire pour protéger et améliorer les habitats fauniques dans leur milieu forestier. On veut aussi que, par ce programme, favoriser l'intégration d'une sylviculture responsable, une autre façon de faire, d'autres façons de faire qui peuvent faire un lien entre la présence de la faune dans cette forêt-là, que ça ne soit pas qu'une vision de 2x4 d'une forêt. Fait que ça peut être aussi de stimuler la planification d'intervention à l'échelle du territoire, que ce soit de l'aménagement d'habitat, la conservation volontaire aussi, qui est un volet important de ce programme-là, entre autres pour les milieux humides forestiers. Tout ce qui s'appelle aussi un plan de conservation et de mise en valeur et d'autres éléments, comme on a déjà entendu parler, au niveau du transfert de connaissances. Vous voyez certains exemples ici qui peuvent être faits. Fait que dans le cadre de ce programme-là, des plans d'orientation pour les ravages, par exemple, qui peuvent être d'intérêt. Vous voyez différents éléments là, au niveau des constats, au niveau de la qualité de l'habitat, des objectifs d'aménagement, des travaux sylvicoles qui peuvent permettre d'améliorer le couvert d'abris ou d'abris de nourriture pour les ravages dans ces boisés privés-là. Un autre programme, toujours avec des fonds propres de la Fondation, donc le programme Biodiversité en milieu agricole, un programme qui vise plus particulièrement la clientèle agricole, donc les producteurs agricoles eux-mêmes, dans une optique d'améliorer la qualité des habitats fauniques à l'intérieur de bassins versants majoritairement agricoles. On parle ici principalement de projets collectifs. Tantôt, je parlais de projets qui pouvaient se faire avec quelques propriétaires un peu répartis sur le territoire. L'objectif ici, c'est de fédérer un groupe de producteurs à l'intérieur d'un territoire commun, le bassin versant, pour les mettre en action. Le côté collectif est important ici. Pourquoi? Parce qu'on veut obtenir des gains à moyen et à long terme dans ce territoire-là.
Donc, à quoi vise ce programme-là? Encourager l'engagement des producteurs, favoriser la concertation des partenaires, fait qu'on n'ait pas des projets qui soient strictement soit fauniques, soit environnementales ou soit agricoles, mais qu'on ait un beau regroupement de partenaires pour qu'ils puissent interagir et planifier des actions qui vont être bénéfiques, oui, pour la faune, mais aussi pour les producteurs. C'est bien important. Vous avez un exemple ici, on parle majoritairement de projets collectifs. Par contre, il y a un volet aussi qui permet de financer des aménagements des aménagements avec une grande valeur faunique. Fait que vous avez l'exemple ici, l'aménagement d'un milieu humide qui a été réalisé à la colle chez un producteur agricole qui, croyez-moi, a l'air particulièrement heureux d'avoir réalisé ce projet-là. Un dernier programme de la Fondation, le programme Protéger les habitats. Donc, Christine en a parlé un petit peu tantôt, un programme qui vise la protection des terres privées. Donc, par quels moyens est-ce que ça peut se faire? Par des acquisitions, des servitudes de conservation, des dons et autres façons de faire. Donc, c'est vraiment, vraiment pour la protection, de préférence à perpétuité, des sites qui sont ciblés par ce programme-là. Dans le cadre de la Fondation, il y a déjà 150 sites prioritaires qui ont été ciblés à travers le Québec et évidemment, ce sont des noyaux de conservation auxquels on souhaite ajouter d'autres propriétés pour bien les protéger et aussi pour protéger leur périphérie. Excuse-moi, Maxime, je ne trouve pas la main. Je voulais juste intervenir une petite chose supplémentaire dans Protéger pour les municipalités. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'accompagnement pour reconnaître une réserve naturelle sur votre territoire. C'est aussi un accompagnement que le programme permet. Donc, si jamais vous voulez faire la démarche avec le ministère de l'Environnement pour reconnaître une partie du territoire en réserve naturelle, c'est possible pour une municipalité de le faire. Et c'est possible d'être financé par la Fondation ou par le fonds pour le faire. Vous voyez qu'au niveau du programme, il y a un volet de planification, il y a un volet de réalisation, puis il y a même un volet d'accompagnement qui peut être financé via le programme, ce qui peut vous aider si vous avez peut-être un peu certaines difficultés à mettre en œuvre ce genre d'action-là. Et l'exemple des villes qui font affaire avec des organismes de conservation pour leur démarche de conservation leur facilite grandement la tâche. Vous avez un exemple ici d'un projet qui a été financé via ce programme-là. Donc, la Fondation a participé à l'acquisition de terres humides le long du Saint-Laurent dans le cadre du refuge faunique Marguerite-Diouville, qui plus communément s'appelle l'île Saint-Bernard. Ça fait quand même pas mal le tour des 6 programmes que je voulais vous présenter. Vous avez devant vous un tableau avec des flèches dans la partie à gauche. Ce sont les 6 projets qui ont été, les 6 programmes qui ont été présentés aujourd'hui. Ce tableau-là, il indique quoi? Il indique dans un premier temps, la première colonne, c'est le nom du programme, les objectifs de ce programme-là et aussi la personne responsable du programme. Est-ce que ça veut dire que vous ne devez pas ni appeler Maxime ni Christine? Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Si vous voulez nous parler, ça va nous faire plaisir, mais si vous avez des questions très, très spécifiques sur un ou l'autre des programmes, notez que les personnes ici sont les meilleures personnes pour répondre à vos questions. La dernière colonne ici, c'est la date butoir annuelle pour déposer des projets. Donc, si vous souhaitez déposer des projets dans le cadre de l'un ou l'autre de ces programmes-là, fiez-vous à ce tableau-là qui est à jour. Évidemment, toujours important de faire un tour sur notre site Internet puisqu'il peut y avoir des modifications, mais aujourd'hui, 16 septembre 2021, ce tableau est à jour. Fait que vous avez aussi différents autres programmes qui visent différents autres éléments au niveau des habitats fauniques, tels que, par exemple, le programme sur les plantes exotiques envahissantes qui vise à lutter contre la propagation de ces plantes-là. Vous avez d'autres programmes aussi tels que le programme de conservation du lac Saint-Pierre, plus particulièrement pour la périphérie et le lac Saint-Pierre lui-même. Et vous avez un dernier programme comme ça, le programme Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels, qui peut être aussi un programme d'intérêt pour vous au niveau des municipalités.
Ça fait pas mal le tour sur les programmes. Merci, Maxime. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions par rapport à ça. Ensuite, je vous présenterai des projets qui ont été financés dans le cadre de l'un ou l'autre de ces programmes-là. Merci beaucoup. Effectivement, on est à la période des questions. Je vais en profiter pour nommer quelques-unes des municipalités que je vois qui sont inscrites, là, parce que je trouve ça le fun de voir qu'il y a une belle représentativité. On est quand même 50 aujourd'hui. Puis, ça va vous rappeler de, s'il vous plaît, identifier les municipalités que vous identifiez, parce que certains d'entre vous, comme je dis, je vous ai parlé, je vous reconnais, je vois votre nom, je suis capable de l'associer avec une municipalité, mais il y en a d'autres qui sont tout nouveaux. Alors, je vois qu'il y a des gens de Saint-André de Kamouraska, je vois Granby, Donnacona, je vois Saint-Jean-sur-Richelieu, Rosemère, Otterburn Park, Joliette, Boucherville, Trois-Rivières, MRC de Quaticook. Je vois des gens de Percé, de Saint-Hyacinthe, de Saint-Constant, de Saint-Alexandre, je pense que c'est Saint-Alexandre de Kamouraska, de Ville-Mont-Saint-Hilaire, de Canton de Gore, Eastman, Chelsea, MRC de Drummond, Brome-Missisquoi et MRC Brome-Missisquoi. C'est ce que j'ai recensé dans les personnes qui se sont identifiées. Alors, s'il vous plaît, si je n'ai pas nommé votre ville, c'est que je n'ai pas le nom avec votre nom dans l'inscription. Merci, Maxime. Je ne vois toujours pas de main levée. Magog, ah bon, voilà, là, ça réagit. Tout le monde va être nommé. Magog est là. Mais Josiane, on s'était déjà parlé plusieurs fois. Ça me fait plaisir que vous soyez avec nous aujourd'hui. On pourrait prendre la pause, vous permettre d'aller réfléchir. Si vous avez des questions, il sera toujours temps de les poser. Alors, si on se donne 15 minutes de pause, on reviendrait à peu près à 42-43. Et voilà. Moi, c'est ce que je propose parce qu'on va revenir plus en forme pour pouvoir écouter la prochaine. Je vais prendre le contrôle de l'écran, Maxime, pour montrer l'horaire, en fait. Est-ce que je suis capable de faire ça? Parce que nous devions donc, la deuxième partie, ça serait les projets qui seront présentés, des inspirations de projets. Je ne sais pas si vous voyez l'horaire comme il faut, là, mais donc si on revient dans une quinzaine de minutes, Maxime pourra prendre le relais et vous présenter une série de projets d'inspiration. Voilà. Alors, je diffuse pause et on s'en va en pause.
Bonjour tout le monde. Donc, la plupart des gens sont revenus. En fait, ceux dont la caméra est ouverte. Alors, on va se permettre de reprendre la session avec Maxime. J'ai lancé un petit sondage pour le plaisir. J'ai de la misère à voir qu'est-ce que vous voyez. Je n'ai pas le même écran que vous, fait que je présume que le sondage est à l'écran. Oui, ça fonctionnait, Isabelle. On voyait très bien la question, là, le choix de réponse. Avant de l'arrêter, je me permets de. Je pense que tantôt, j'ai créé un précédent parce que je n'ai pas nommé toutes les villes qui étaient présentes. Fait que là, j'ajoute celles qui ont écrit dans le chat qu'elles étaient bien là. Chambly, Brossard, Magog, Saint-Pascal, Mascouche, Victoriaville, Nicolet, Terrebonne, Aston Junction. Et je me permets de préciser que j'ai fait je me suis trompée, j'ai dit Saint-Alexandre de Kamouraska alors que c'est Saint-Alexandre d'Iberville. 1000 excuses. J'irai vous voir pour me faire pardonner. Donc, maintenant qu'on peut recommencer à avoir des gens, parce qu'au début, vous savez, quand on sollicitait les villes pour adhérer au fonds, il y a certaines personnes qu'on est allé rencontrer, comme les gens de Magog, par exemple, je m'étais déplacée, on leur avait présenté le fonds, on pouvait avoir des vraies discussions avec des vrais humains, c'est bien agréable. Alors, j'arrête le partage du sondage, j'arrête mon partage d'écran. Et on voit que quand même, avec les résultats de sondage, c'est intéressant, là, il y a une tendance. Ça veut dire que peut-être que dans le temps, on avait moins d'intérêt à faire des projets de protection de la biodiversité. Peut-être que l'urgence était moins tangible. 54 des villes disent récemment, elles ont mis en œuvre un projet de protection de la biodiversité et 35 jamais. Alors, voici votre chance. Saisissez-la. Maxime, c'est à toi. Merci, Isabelle. OK, nous revoici à la page qui était ma dernière de tantôt. Il y a un petit détail que je ne vous ai pas précisé tantôt. Oui, vous savez mon nom, Maxime Brien, gestionnaire de programme, mais je suis aussi responsable de 2 programmes à la Fondation. Fait que vous les avez ici, le programme de mise en valeur de la biodiversité en milieu agricole et le programme pour la conservation du lac Saint-Pierre, avec la petite précision que je ne vous avais pas fait un peu plus tôt. Donc, je vais poursuivre avec 2 exemples de projets. Donc, 2 projets soutenus financièrement par la Fondation. Puis, ce n'est pas fortuit le choix de ces 2 projets-là. Il y a une implication municipale dans le cadre de ces 2 projets-là. Et aussi, c'est des projets en multiples étapes. Fait qu'il y avait ça aussi comme souhait de vous présenter quelque chose qui avait un horizon temporel un peu plus long. Le premier projet que je vous présente, c'est un projet de la Société d'aménagement et de mise en valeur du bassin de la Batiscan, donc en Mauricie. Une étude pour éventuellement de l'aménagement dans le bassin versant, un tronçon de la rivière qui est ciblé pour travailler. L'objectif du projet qui nous a été déposé, c'est de caractériser les habitats du poisson. Pourquoi est-ce qu'on va faire la caractérisation? Pour faire un plan d'action. OK? Fait que le premier projet qui nous a été déposé, c'est vraiment celui-là. Fait que les détails que vous avez ici, la durée de 18 mois, la valeur du projet, l'aide financière de la Fondation, c'est pour ce premier projet-là. Mais l'organisme envisage quoi? Envisage de donner une suite à cette étape-là, à ce plan d'action-là, pour identifier les aménagements à mettre en œuvre ici. L'objectif, ce n'est pas de faire un plan pour le tabletter, mais bien de passer à l'action pour améliorer les habitats fauniques, entre autres des espèces d'intérêt pour la pêche. C'est ça l'objectif de l'organisme. Mais l'organisme veut aussi aller plus loin. Il veut éventuellement faire la mise en valeur de la pêche sportive, développer les accès pour que les citoyens puissent avoir accès au plan d'eau pour y pratiquer des activités de pêche. Voyez que les partenaires sont le ministère de la Faune Forêt Parc et la MRC de Mekinac. Il y a 8 villages qui sont de part et d'autre du tronçon qui est ciblé. Fait qu'on veut donner l'accès aux citoyens. Aussi, la MRC de Mekinac est impliquée financièrement là-dedans via son fonds d'aide au développement des territoires. Fait que, dans ce cadre de ce projet-là, c'est un projet à multiples étapes.
Ça voudrait donc dire que dans un premier temps, le premier projet pourrait être la partie caractérisation et plan d'action. L'année d'après, il pourrait y avoir un projet d'aménagement et par la suite, des actions de mise en valeur dans un troisième projet ou, si vous voulez, un troisième volet du même projet et chacun de ces volets-là pourrait être déposé dans le cadre des programmes de la Fondation de la Fonde. C'est l'intérêt de vous présenter ce projet-là. Pourquoi est-ce que l'organisme a décidé de faire ça? Il y avait un manque de données sur le poisson et un problème pour la gestion des cours d'eau. Okay? Donc, il y avait des inconnus. On voulait aller un peu plus loin là-dessus. Entre autres, pour l'acquisition de données sur les espèces qui étaient présentes, l'identification des frayeurs potentiels et historiques pour pouvoir les localiser, mieux les protéger, puis éventuellement faire des travaux de restauration. On savait qu'il y avait des populations d'hommes de fontaine et de dorés qui étaient pêchés dans la rivière Batiscan. La rivière Batiscan est reconnue pour ça. On sait aussi que la qualité de l'eau n'est pas limitante pour l'homme de fontaine, donc on sait pour la Fondation que c'est d'intérêt de soutenir financièrement les actions qui sont prévues par l'organisme. Le projet va permettre quoi? D'identifier les secteurs où la mise en valeur de l'habitat du poisson peut être faite et aussi où est-ce qu'on peut faire du développement au niveau de la pêche sportive et qui sont les partenaires qui peuvent participer à ça. Je vous ai dit qu'il y avait 8 municipalités, il y en a peut-être 4 seulement qui auront de l'intérêt pour ce volet-là. Mais aussi, il faut les rencontrer pour mieux le savoir. L'objectif aussi du projet, c'est de proposer différents types d'aménagements pour améliorer l'hétérogénéité des faciès d'écoulement, donc l'habitat aquatique dans lequel les poissons se retrouvent. Objectif aussi, préparer un plan de restauration. Oui, on veut mettre en œuvre des actions. On veut protéger aussi, et comme je le disais tantôt, mettre en valeur la pêche sportive et les accès pour pouvoir la pratiquer. Un deuxième projet, pas fortuit non plus, un projet qui est rendu, lui, contrairement au précédent, qui est rendu à sa phase 3. Le projet nous a été déposé et il en est déjà à sa 4e année. Le même projet a été déposé dans le programme Biodiversité en milieu agricole dans un premier temps pour faire quoi? La phase 1, réaliser une étude d'avant-projet, planifier, identifier ce qui est à réaliser, cibler les sites ayant un potentiel d'aménagement. Dans ce cas ici, étant donné que c'est un programme en milieu agricole, il y a des cahiers de propriétaires qui ont été réalisés et remis à chacun des propriétaires agricoles du bassin versant ciblé par l'organisme. Première année, donc, réaliser l'étude d'avant-projet. La phase 2 s'est réalisée en 2 années subséquentes où il y a eu des aménagements de bandes riveraines, de haies brise-vent, il y a eu des dortoirs de chauves-souris, des nichoirs qui ont été installés chez des producteurs agricoles. Donc, 2 années consécutives, il y a eu des aménagements de cet ordre-là. En cours de route, il y a d'autres producteurs qui se sont intéressés, qui ont voulu se joindre à la démarche. Il y a donc eu des cahiers de propriétaires qui ont été réalisés aussi à l'intérieur de la phase 2. La phase 2 a permis de planifier aussi d'autres aménagements qui ont été réalisés en tout ou en partie dans la phase 3. La phase 3, elle, au-delà des aménagements mentionnés dans la phase 2, il y avait aussi un objectif de retirer des obstructions qui nuisaient à la libre circulation du poisson. Donc, le poisson, il peut être présent et ça a été déjà identifié par l'organisme dans le cours d'eau, mais il y avait de la difficulté à circuler, entre autres, avec des ponceaux un peu maganés, disons-le, ou des traverses à gué mal aménagées. Le promoteur, c'est l'organisme des bassins versants du nord-est du Bas-Saint-Laurent. Vous comprendrez que c'est dans la région du Bas-Saint-Laurent. Les partenaires, producteurs, MELCC, MAPAC, MRC des Basques et la municipalité qui était partie prenante. Vous voyez la durée du projet, donc 4 années consécutives, donc 12 mois, 4 fois, une valeur de projet de 207 000 $ avec une aide financière qui correspond à un petit peu plus de 50 % dans le cadre de ce projet-là par la Fondation. Si vous faites le ratio, ça fait à peu près aux alentours de 30 000 $ par année. Les partenaires ont contribué financièrement, entre autres la MRC des Basques, avait une job à faire pour le nettoyage des cours d'eau et c'est eux qui l'ont réalisé dans le cadre de cette démarche-là.
Le promoteur aussi est impliqué et les producteurs agricoles. Christine, tu veux ajouter quelque chose? Oui, tu m'entends, j'ai ouvert mon Oui. micro. On a 2 questions en lien avec tes 2 présentations de projet. Donc, avant d'aller plus Ah, loin, OK. j'aimerais qu'on y retourne pour pas qu'on oublie ces questions-là tout de suite. Mais tu peux finir celle-ci si tu veux, Maxime, puis ensuite, on viendra aux 2 questions. OK, Oui, parfait. je ne les avais pas vus. Moi non plus. OK, fait que je passe à la suite de ce projet-là. Quelle est la problématique qui a été identifiée? L'eau de la rivière centrale est de mauvaise qualité. Le facteur déclenchant, les MES, lié à quel type de problématique? Érosion des berges et des sols. Évidemment, les bandes riveraines inadéquates, que vous avez probablement déjà vu en milieu agricole. Donc, l'ensemble de la démarche vise à régler en tout ou en partie cette problématique-là. Il y avait aussi une problématique de fragmentation du cours d'eau, je l'ai dit tantôt. Donc, il y avait des travaux à faire pour le remplacement de ponceaux problématiques. Des travaux dans les boisés aussi affectaient les milieux humides et il y avait plusieurs espèces à statut qui fréquentaient le bassin versant. Donc, les aménagements visaient aussi à soutenir la présence de ces espèces-là. Le projet a permis quoi? A permis, permet et il permettra, parce qu'il y a encore des actions qui sont à venir dans le cadre de ce grand projet-là. Un, établir des plans d'action, donc planifier l'avenir, c'est ce qui a été réalisé dans un premier temps. Recommander des aménagements, ce n'est pas parce qu'on identifie une problématique qu'on identifie des aménagements qui pourraient régler le problème que nécessairement le producteur agricole va être prêt le lendemain à passer à l'action. Il y a une démarche de sensibilisation qui est importante à faire et surtout, si on parle de projet en milieu agricole, d'accompagnement des producteurs agricoles. Ils ont beaucoup de choses à faire et la meilleure façon pour qu'ils puissent passer à l'action, c'est de les accompagner. Pourquoi? Pour améliorer la qualité des bandes riveraines, pour s'assurer de favoriser une connectivité entre les îlots de biodiversité qui sont présents sur le territoire et, dans ce cas ici, reconnecter les différentes sections de la rivière centrale, c'est son nom. Fait que, il y a des Maxime. questions. Oui, en fait, je peux les lire si tu veux. Ça, elles sont dans le chat? OK. Oui, ça va être plus facile pour toi. Alors, la première question, c'était en lien avec la protection des poissons. On demandait s'il n'y avait pas de contradiction à encourager la pêche et à protéger les poissons. OK. Non, dans le fond, l'objectif fondamental de la Fondation, c'est des habitats fauniques en santé, des espèces en santé et le prélèvement de ces espèces-là. Évidemment, Protéger la ressource. toujours protéger la ressource, toujours dans un équilibre entre protéger la ressource et ce qui peut être prélevé par les usagers. Merci. La deuxième question, est-ce que le Fonds des municipalités pour la biodiversité finance des études de faisabilité ou cela doit obligatoirement inclure de l'aménagement, protection, mise en valeur? OK. Ce que vous voulez dire, c'est est-ce que ce serait possible de ne financer que la partie planification? Ben, peut-être en partie, là. OK. Pas exclusivement, mais OK. Fait est-ce que qu'on nous, peut. oui, ben dans le fond, ce que je pourrais dire, c'est que dans le cadre des programmes de la Fondation, on n'attache pas personne. Si vous voulez faire une démarche de planification financée en tout ou en partie par la Fondation ou le Fonds MB, ben, vous êtes bienvenus de le faire. C'est sûr que nous, l'objectif, c'est que ça soit mené à terme et qu'il y ait des réalisations qui soient faites. Par exemple, chez les producteurs agricoles, on va demander des engagements de ces individus-là pour que les réalisations soient faites, mais ce serait possible que vous passiez à l'action avec vos fonds propres, avec d'autres sources d'aide financière. Ce n'est pas nécessaire que la Fondation soit partie prenante des étapes subséquentes de vos projets. Et pour en rajouter, Maxime, si on parle d'études de faisabilité, des fois, il y a différents termes. On peut parler aussi études d'avant-projet. Dans notre cas, dans des projets d'aménagement, on est tout à fait ouvert à recevoir d'abord une étude d'avant-projet d'aménagement pour un peu voir c'est quoi les plans et devis, vers où on s'en va. Maintenant, si on parle d'études de faisabilité, juste pour savoir si le projet est viable ou pas, ça dépend des termes qu'on utilise. Donc, il faut voir un peu, mais étude d'avant-projet pour nous, c'est quelque chose. Si ça mène à l'aménagement par la suite, dans une autre étape, on peut être là. Merci beaucoup. Alors, tu peux reprendre, Maxime. Il n'y avait pas d'autres questions pour le moment. OK. À moins que je me trompe, je pense que c'était ma dernière diapo. Je vais juste aller cliquer pour voir. Oui, c'était ma dernière diapo. Fait que
Est-ce qu'on a une autre petite question à envoyer à nos participants, Isabelle? Je peux essayer, mais je ne suis pas sûre que ça va marcher. C'est ça que je faisais au lieu de regarder s'il y avait des questions, là, OK. parce que j'essaie de le lancer puis ça ne fonctionne pas. Alors, je Est-ce fais que ça c'est tantôt. moi qu'il faudrait que j'enlève le Je pense partage? pas. Je pense OK. pas. J'étais comme coincée avec le premier sondage. Fait que, OK. Bon, ben, je vais poser ma question quand même, si ça ne te dérange pas. vas-y. Fait que peut-être que vous pourriez y aller à main levée. J'aimerais ça savoir parmi vous qui sont les personnes où la municipalité a déjà déposé des projets à la Fondation de la Faune du Québec. Fait que Alors, si ceux vous, qui en ont déjà déposé, il faut qu'ils lèvent la main, c'est ça. ouais, fait que vous avez juste à lever la main, ceux qui l'ont déjà fait. Il y en a qui connaissent les petits X pour dire non. Fait que 1, 2, 3, 4, rapidement, qui disent oui dans cette page-là. 5, 6, 7. 7, puis j'en vois. Alexandre, tu peux ouvrir ta caméra? J'aimerais te voir. Fait que je pense que c'est 10 au total, là. C'est sûr qu'avec les 2 pages, là. Fait Moi, que je vous vois, voyez, moi, je vois 6 personnes qui disent non et 6 qui disent oui. Merci. OK, puis les mains à lever, ça, est-ce que tu le vois aussi? Oui, oui, j'ai pris les mains. OK. Là-dedans. Bien, ce que je veux dire aussi par rapport à ça, c'était pas fortuit ma question. Je ne pose pas des questions toujours inutilement, bien que ça m'arrive. La question, ça visait aussi à ce que vous sachiez que dans le réseau de municipalités que vous êtes, il y en a qui ont peut-être un peu plus d'expérience que vous et qui peuvent vous soutenir. Fait que c'était ça aussi l'objectif de ma question, que vous puissiez en prendre conscience. Nous, on est là pour vous aider, mais des fois, quelqu'un qui a passé par le même chemin que toi peut t'aider aussi. OK. On serait rendu justement à vous présenter une présentation. C'est Delphine. Delphine, si tu veux, je peux changer tes diapos si Oui, tu s'il le te veux. plaît, si ça ne te dérange OK. pas. Ouais, Puis dans le fond, je veux juste expliquer que Delphine a été choisie en tant qu'usagère, hein, de quelqu'un qui a déjà déposé une demande à la Fondation de la Faune du Québec. Fait que je vais juste m'assurer que j'ai le contrôle. Fait que voilà pour toi, Delphine. Oui, merci. Donc oui, effectivement, en tant qu'usagère du programme, donc pas dans le cadre de la SNAP, c'était dans le cadre quand je travaillais pour un organisme de conservation où on a travaillé en collaboration avec la ville de Rigaud. Donc en fait, comme vous voyez, c'est un projet. Il y a un peu de fictif dans le cas, il y a un peu de vrai, il y a du vrai, mais les chiffres plus tard vont être fictifs. Mais dans ce cas-là, en fait, c'est que il y a eu des projets, ça a commencé en 2010. Il y a eu d'abord de la planification des plans de conservation afin d'identifier en fait le gros corridor vert de Vaudreuil-Soulanges. Donc, il y a de la cartographie, de l'analyse qui a été faite en pré-projet. Donc ça, si je comprends bien, Maxime, c'est le genre de choses qui peut être déposé dans le cadre de Agir pour la faune. Pour déposer des projets comme ça, pour faire de l'analyse territoriale et aussi ensuite d'aller sensibiliser des propriétaires, donc avec des cahiers de propriétaires, des rencontres d'information dans la vie avant le COVID où on pouvait plus rencontrer les personnes. Donc ça, c'est une première chose une première phase d'un projet qui peut être financé. Si tu peux avancer un peu. Donc ensuite, en fait, le projet, la finalité, c'était pour acquérir certains lots sur le Mont Rigaud par c'est la municipalité qui menait le projet en collaboration avec un organisme de conservation. Donc, dans un premier temps, ils ont adopté un RCI, un règlement de contrôle intérimaire, pour déterminer en fait des lots qui ne pouvaient plus être construisibles et qui pouvaient être ensuite achetés par la municipalité. Aussi, ce qu'ils ont fait, et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont créé une fiducie d'utilité sociale, donc la fiducie de conservation du patrimoine naturel de Rigaud. Et en fait, c'était un véhicule un peu pour être plus ou moins indépendant de la municipalité, mais quand même avec des élus qui étaient là quand même. Donc, ça restait un peu de la manière comment la ville de M. Thibault est partie, mais la Fondation de Trois-Rivières, c'était un peu le mécanisme aussi que la ville a choisi de faire, de sortir, de faire un organisme à côté pour gérer un peu tout l'aspect conservation. Donc, eux, c'était par l'intermédiaire d'une fiducie. Puis, donc, dans chaque processus, il y avait des résolutions de la municipalité pour acheter les lots. Et ensuite, la municipalité, l'organisme faisait les démarches sur le terrain également. Donc, c'était vraiment une concertation, c'était vraiment un travail d'équipe qu'il y avait.
Donc, je vous ai mis les exemples des résolutions qu'on peut passer. C'est ça. Puis donc la fiducie, donc donc il y a des attentes du queue. En fait, c'est un peu comme la fiducie, c'est pas comme un organisme de conservation avec des lettres patentes, mais en fait l'acte de création de la fiducie avec toutes les attentes du queue qui relèvent un peu les objectifs, la mission de la fiducie sont énoncés dans ce document-là de création. Je vous ai mis les liens, vous pourrez voir. Donc là, ce qu'on voit, c'est la carte du Mont Rigaud. En dessous. Donc, vous voyez en vert, c'est les lots qui sont protégés maintenant. Puis, je vous ai mis les dates d'acquisition, puis qui est propriétaire de ces lots-là. Donc, vous voyez qu'il y a Nature Action Québec qui détient certains lots. Il y a la fiducie aussi, et il y a la ville de Rigaud. Donc, c'était des montages financiers aussi qui ont été très créatifs. Pour en fait acquérir ces lots-là. Puis, c'était à travers des demandes et à travers le programme Protéger les habitats fauniques. Donc, quand on vous dit que c'est en plusieurs phases, ben, c'est vraiment selon la phase aussi, ça peut être un programme différent au cours du temps. Puis, il y a aussi la MRC qui s'est impliquée dans le projet. Donc c'est ça, puis l'expertise de Nature Action pour les négociations, puis pour les acquisitions, et jusqu'à aller chercher aussi des réserves naturelles. Ça, c'est donc j'ai mis fictif parce que c'est pas les vrais chiffres, mais c'est aussi, mais j'aime bien qu'on parle quand même concrètement. Concrètement, ce que ça prend un projet d'acquisition, c'est quand même, dans tous les cas, il va y avoir une acquisition, il va falloir payer le terrain, donc à la juste valeur marchande du terrain. Donc là, j'ai mis, par exemple, à 3 000 $ par hectare si on voulait acheter 2 terrains qui cumulent 21 hectares. Bien sûr, il faut payer la coordination, la négociation, l'évaluation marchande, qui va être faite par un évaluateur agréé, le notaire, puisque ça reste une transaction qui est notariée, de l'arpentage, des frais de gestion, parce que la propriété, il faut pouvoir l'entretenir aussi à long terme. Donc, c'est une partie du montant qu'on prend. Et pour aussi, si on veut poursuivre plus loin, aller jusqu'à la demande de réserve naturelle. Donc, c'est encore des frais. Donc, ça, c'est juste pour montrer que quand on pense à un projet d'acquisition, il y a l'acquisition en tant que telle du montant du terrain, mais il y a quand même autour tout l'aspect coordination et tous les frais qui émanent du projet. Puis ça, c'est un exemple aussi d'un montage financier qu'on pourrait avoir. Donc, on pourrait demander dans le cadre de ce programme, enfin, dans le cadre du projet qui coûterait 92 800 $, on pourrait demander 50% donc à la Fondation de la Faune du Québec dans le Protéger les habitats. Donc, ça, c'est un montant. Ah, merci pour l'animation, Maxime. On pourrait avoir un autre programme, par exemple le programme d'intendance de l'habitat, d'environnement et changement climatique du Canada. Donc, c'est un programme fédéral. On pourrait aller chercher 10% du projet. L'organisme de conservation pourrait aussi faire des contributions de nature. Ça, c'est des ententes que tout le monde peut avoir. La MRC, comme je vous dis, qui s'était impliqué également à hauteur de 12% du projet. Le propriétaire pourrait aussi choisir de diminuer la valeur de son terrain, de faire une vente à rabais. Donc, il y a une contribution de la valeur qu'il n'encaisse pas. C'est une partie de don qu'il nous fait, en fait. Et en plus, votre fonds MB qui pourrait venir dans le projet compléter donc, tout le montage financier. Donc, vous voyez qu'on peut diversifier les sources ou aussi, ça pourrait être très simple et avoir juste votre fonds MB, le protéger les habitats fauniques si vous vous rendez là et que vous n'avez pas besoin de partenaire. Mais c'est aussi pour vous montrer que vous pouvez être un peu plus ambitieux des fois sur des projets en allant chercher beaucoup d'autres sources, de diversifier le financement pour arriver à des montants plus conséquents. C'est ça. Merci Delphine. Est-ce qu'il y a des questions? Ben, je vais juste finaliser peut-être juste pour juste mentionner la suite parce que l'acquisition en tant que telle, c'est une finalité protégée, mais c'est aussi quand même pour donner accès à la population. Donc, il y a quand même aussi un projet de parc régional qui est en cours, puis la mise en valeur du milieu. C'est ça. Alors, ça, c'est la suite du projet. Ben là, c'est la suite, c'est pas fait du tout. Puis c'est juste c'est dans le processus, c'est des processus. Il y a une volonté qui a été énoncée. D'accord. Merci pour le montage financier aussi. Ça permet de démontrer qu'on peut aller chercher plusieurs sources de financement pour
bonifier l'enveloppe. J'ai une question de Caroline. Oui, parce que nous, en tout cas, probablement, on va aller vers ça, l'achat de terrain où il y a des marais de valeur écologique élevée. C'est des propriétaires privés, là, bien sûr. Mais je voulais savoir, est-ce qu'on est obligé d'aller vers une conservation comme une réserve naturelle ou on peut juste l'intégrer parce qu'on a un parc urbain à côté? Est-ce que ça pourrait être juste un parc, l'intégrer dans le parc municipal qui est présent, où il faut vraiment aller plus loin puis arriver avec quelque chose de une conservation plus officielle. Parce que je sais qu'on veut, on veut faire un lien là, de piste cyclable avec un autre parc. Est-ce que ça va être possible de faire des choses comme ça ou y a-t-il des restrictions? Je laisserai peut-être Maxime ou Christine répondre parce que c'est dans le cadre de protéger les habitats fauniques de ce que j'en comprends. Et puis nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en général, la réserve naturelle n'est pas obligatoire, c'est fortement conseillé parce que c'est sûr que ça pérennise les efforts. Parce que bon, après tant d'efforts d'acquisition, après ce qui peut être fait aussi, c'est des clauses dans l'acte d'acquisition, donc ça renforce un peu, ça renforce la protection, mais de toute manière, en fait, je dis ça, mais en fait, de toute manière, dans toutes les ententes de financement de la Fondation de la Faune du Québec, ils vont vous demander d'avoir une entente qui dit que le terrain a été acquis dans le cadre du programme Protéger les habitats fauniques et que la vocation est de la protection, tout ça. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous rendre jusqu'à la réserve naturelle. Il y a un statut, il y a quand même une protection dans l'acte notarié, en fait, qui va se faire. Puis la réserve naturelle, ça peut être dans une prochaine étape ou si vous n'avez aucune volonté de le faire. Merci Delphine, c'est super bien répondu. Puis pour venir en complément, en fait, ce que je pourrais dire, c'est que dans le fond, non, la réserve naturelle, c'est une super finalité, mais ce n'est vraiment pas une obligation. Mais par contre, le programme Protéger les habitats vise essentiellement à faire des acquisitions. Donc, si vous voulez seulement joindre une partie de territoire à un agrandissement de parc, de mise en valeur, c'est plus complexe, ça ne rentre pas dans le programme Protéger les habitats, puis ça ne rentre pas tout à fait non plus, je dois être honnête avec vous, dans d'autres programmes. Ça dépend comment vous le voyez, mais si vous voulez en faire l'acquisition, simplement, dans un objectif clair d'en faire la protection à perpétuité, sans réserve naturelle, aucun problème. Le programme est là pour y répondre. Mais si on ne fait pas d'acquisition proprement dit, on veut juste le joindre à l'agrandissement d'un autre parc, là, c'est différent. Ce n'est pas quelque chose qui rentre dans les cordes de protéger, si j'ai bien compris. Mais si vous parlez d'acquisition, pas de problème, on est là pour ça. Puis, il y a une clause, effectivement, dans nos ententes pour les municipalités qui demande est-ce que vous vous engagez de le protéger à long terme. Parce qu'on sait que les conseils municipaux peuvent changer, les orientations peuvent changer et on a tous les outils qu'il faut dans les municipalités pour protéger nos territoires, mais parfois, on a besoin d'un petit coup de pouce dans les actes juste pour s'assurer de la pérennité, de la protection de ce territoire-là. Merci beaucoup. Caroline, ça répond à ta question? Parfait. J'ai une autre question de Caroline de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour, Caroline. Bonjour. Oui, moi j'ai une question parce que, bon, en lien avec le volet d'acquisition, nous, il nous reste 7% de milieux naturels. Donc, les milieux sont très fragmentés et souvent, ce n'est pas des milieux qui vont coter au niveau des valeurs écologiques demandées par les programmes de financement pour les acquisitions. Mais pour notre territoire, ils ont une très grande valeur parce qu'il n'en reste plus beaucoup. Donc, est-ce que c'est des projets d'acquisition que vous pourriez financer pour des terrains qui ont peut-être moins de valeur par rapport à l'ensemble des programmes habituels? Très bonne question, Caroline. C'est bon que tu en parles parce que dans le fond, à la Fondation, ce qu'on regarde évidemment, c'est d'abord la valeur intrinsèque de la propriété. Qu'est-ce qu'on retrouve sur la propriété? On ne parle pas nécessairement d'espèces menacées, mais est-ce qu'on a une biodiversité? Est-ce qu'on a un intérêt écologique général, que ce soit pour une faune particulière ou encore, est-ce que le territoire est menacé? Menacé dans le sens, on a une pression de développement autour, c'est notre dernier milieu naturel intègre dans le secteur, considérant que le territoire est très morcelé. Ça rentre en ligne de compte chez nous. Donc, c'est sûr qu'on a deux critères de base, la biodiversité, qu'est-ce qu'on retrouve sur le terrain? Donc, on a besoin d'un rapport de caractérisation écologique et quelle est la menace, quels sont les enjeux?
À partir du moment où on répond à ces questions-là, la Fondation va s'y pencher. Ce n'est pas obligé d'être des espèces menacées, ce n'est pas obligé d'être d'une valeur écologique exceptionnelle à tout égard. Mais si dans votre région, vous faites ressortir que pour vous, c'est les derniers milieux qui sont à protéger pour telle raison, dans un esprit potentiellement de connectivité résiduelle, on pourrait clairement le considérer. Merci. Est-ce que ça répond à votre question, Caroline? Oui, merci beaucoup. Une question de Sainte-Adèle. En fait, il y a un commentaire de Mme Gascon dans Sainte-Adèle, puis après, il y a une question d'Annick Courval. Alors, le commentaire, là, c'est qu'à Sainte-Adèle, ils ont le même projet, le même intérêt que Victoriaville, c'est-à-dire faire une acquisition de terrain pour intégrer dans un parc municipal. De leur côté, ils visent une servitude de conservation à perpétuité avec un organisme de conservation. Est-ce que c'est suffisant? Ah oui, vraiment, puis c'est très beau. C'est très beau parce que nous, lorsqu'on parle d'acquisition avec les municipalités, on tient juste à avoir une espèce de sûreté pour être sûr que ça va être viable dans le temps, comme j'ai dit tantôt. Donc, que ce soit une réserve naturelle ou que ce soit en plus ici une servitude de conservation que vous allez mettre à perpétuité avec un organisme de conservation, on ne demande pas mieux. Alors, c'est parfait. Encore là, on veut une valeur faunique du territoire, on veut savoir s'il y a de la faune sur votre territoire, puis on veut connaître les enjeux et les menaces. On va de Sainte-Adèle. On va de Sainte-Adèle. Si je peux me permettre, est-ce qu'on parle des Monts-Garous? Oui, loup-garou. Mont-Garou, je crois. Ah, OK. Je pensais que c'était loup-garou. Ah, ça se peut. Peut-être Mme Gascon peut nous préciser la bonne appellation. D'ailleurs, oui, c'est loup-garou, c'est toi qui avais raison. Le parc du monde du loup-garou. Alors, on ira visiter ça. Très belle initiative. Bravo pour ça, Sainte-Adèle. Ça a été porté à l'attention de tout le monde. On aurait une question de Mme Annick Courval de Saint-Zotique. Oui, est-ce qu'on peut financer des programmes de remise en état d'une portion de terrain qui ne serait plus à l'état naturel ou qui serait plus propice pour la biodiversité, planter des arbres, etc.? Maxime, moi, je peux répondre, puis Maxime, tu compléteras. En fait, les projets de restauration sont admissibles à la Fondation, surtout dans le programme Agir pour la faune. C'est sûr qu'on considère pour nous que c'est un projet d'aménagement. Donc, à partir du moment que vous pouvez prouver que le but, c'est de faire mettre en valeur ou revenir la productivité faunique qui fut une époque qui était présente et qui a été dégradée au fil du temps, oui, c'est tout à fait un projet qui serait admissible. Mais planter des arbres, il faut juste faire attention. On ne voudrait pas commencer à planter des arbres, mettons, à côté d'un terrain municipal pour créer un abri pour le vent, mettons. Il faut que ce soit plus dans un contexte faunique, écologique, avec un esprit de connectivité, même à l'échelle locale. Mais oui, la restauration est admissible comme projet d'aménagement. Je pense que j'ajouterais aussi, il faut faire valoir aussi où est situé ce site-là par rapport à l'environnement en périphérie. S'il est en plein milieu du désert, on s'entend que les éléments de connectivité vont être rares. Il faut faire valoir la potentielle valeur faunique d'un site comme celui-là. Merci beaucoup. Il y a une question ici, j'ai vu, est-ce qu'on peut soumettre plus d'un projet? Oui, mais avant, j'ai Mme Caroline Dufour de Rosemère qui a levé la main, puis j'irai avec la question de Saint-Hyacinthe en second. Oui, allô. En fait, à Rosemère, nous, on a déjà donné un contrat à Conservation Nature Canada pour un accompagnement pour la désignation d'une réserve naturelle sur un terrain qu'on vient d'acquérir. Je me demandais, comme le contrat est déjà donné, est-ce qu'on peut quand même déposer une demande d'aide financière pour ça? Faut faire attention parce que Conservation de la Nature Canada a du financement, beaucoup du ministère de l'Environnement, eux aussi. Donc, il faut toujours faire attention au doublement de financement parce que vous, dans votre fonds, il y a toujours une bonne partie qui vient du ministère de l'Environnement. Il faudrait juste voir par quel financement CNC vous octroie les fonds. Et je vous dirais que l'accompagnement pour une réserve naturelle, ce n'est pas beaucoup de sous tant que ça. Donc, si CNC est déjà, vous avez déjà un contrat, je vous suggère de continuer avec eux puis de regarder pour d'autres initiatives avec nous. OK. Parce que ce n'est pas des gros sous, ce n'est pas des projets de 50, 60 000, c'est de l'accompagnement.
Oui, c'est ça. Ben, au total, c'était peut-être c'est ça, peut-être un 20 000. Il y avait l'étude de caractérisation aussi, le relevé des sentiers existants. C'est sûr que dans la phase 2, il va y avoir, il y a déjà, comme il y a déjà des sentiers, on veut voir aussi peut-être avoir une stratégie d'intervention sur les sentiers, voir si est-ce qu'on les conserve tous, parce que là, les gens marchent un peu n'importe où. Il y a des panneaux de communication peut-être qu'on pourrait mettre aussi. Donc... Cette phase-là, on pourrait la regarder ensemble sans problème. Okay. CNC, c'est correct comme contrepartie. Il faut juste s'assurer de voir d'où provient leur source pour être sûr qu'il n'y a pas de double financement du ministère de l'Environnement. Ça, c'est notre travail de le faire. Mais pour faciliter, là, vous avez déjà un contrat pour celui-là. Mais pour l'autre phase, on pourrait le regarder ensemble. OK, mais c'est pas un, en fait, c'est un mandat carrément qu'on leur a donné. Là. Okay. Pas, il n'y a pas de financement. Là. OK, c'est un mandat, c'est eux qui défraient les coûts. Non, c'est la ville. Vous les payez. Oui, c'est ça. OK. Oui, à ce moment-là, vous auriez pu utiliser l'argent du fonds MB pour payer CNC pour faire le projet qui est en cours actuellement. Oui. OK. Mais comme le contrat est déjà donné, est-ce que je peux quand même déposer une demande ou il est trop tard? Ça fait combien de temps? Ça fait cette semaine, en fait, on vient de le donner. C'est une bonne question, mais ça fait pas si longtemps. On est capable d'être rétroactif et d'être ouvert. Si vous auriez dit 4-5 mois, j'aurais dû répondre non. Excusez-moi, okay. Il y a du bruit. J'ai des hydravions sur mon lac. Je propose que vous parliez peut-être. Peut-être que ce serait une bonne idée qu'il y ait un appel entre vous deux. C'est ça. On pourrait se parler directement, puis on pourrait regarder quelle partie qu'on pourrait regarder un peu rétroactive. Je serais ouverte à ça. Parfait. Merci beaucoup. Si je peux me permettre, tantôt, on va vous présenter une diapo avec nos coordonnées, fait que vous aurez la facilité de nous retrouver dans l'univers Internet ou téléphonique. Merci, Maxime. On a une question de Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, c'est l'écran où vous êtes deux, hein? Si j'ai bien compris, là. Oui, bonjour, Saint-Hyacinthe. Alors, est-ce qu'on peut soumettre plus qu'un projet? Et si oui, est-ce qu'il y a des pistes de grille d'évaluation pour faire le choix des projets avant de les soumettre? Bien, moi, ce que je vous dirais, si vous souhaitez déposer plus d'un projet, puis soyons clairs, des organismes comme l'organisme qui a été mentionné précédemment sont des organismes qui nous déposent plus d'un projet. OK? Fait que la valeur des projets est évaluée en fonction de leur qualité. Ils ne sont pas évalués en fonction du fait que est-ce que vous déposez 2 projets Ville de Saint-Hyacinthe? Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est toujours pour chacun des programmes, les projets qui sont déposés sont sélectionnés en fonction de leur qualité. Fait que vous pourriez, par exemple, déposer un projet dans un programme d'acquisition, un projet dans un programme agricole, un projet dans un programme aquatique. Il n'y a aucun problème avec ça. Évidemment, si vous utilisez une partie des sommes du fonds MB, il faut certainement que vous pensiez de ne pas réutiliser la même somme dans les 3 demandes. Bien évidemment, vous assurez que la somme que vous avez dans le fonds soit suffisante pour combler la contrepartie dans chacun des 3 projets, si vous en utilisez, bien évidemment. Il n'y a pas de limitation à déposer un nombre de projets à chacun des appels de projets et ni annuellement. Si vous hésitez, bien là, c'est là que vous pouvez nous appeler avant pour qu'on regarde un peu quelles sont vos 2 initiatives, voir qu'est-ce qui serait le plus prioritaire si vous n'êtes pas capable de mener les 2 de front. C'est le genre de travail de support technique qu'on offre, puis on évalue avec vous. Vous êtes les meilleurs placés pour savoir ce que vous pouvez livrer. Mais nous, on peut peut-être vous accompagner sur, bon, tel tas de tomber, c'est plus loin. Vous allez avoir une réponse plus tard. Celle-là, vous allez avoir une réponse plus tôt dans la planification de votre année. Merci. Est-ce que ça a été nommé qu'il y avait des dates pour les projets dans la présentation de Maxime? Oui, la diapo avec les colonnes et les noms des programmes. La colonne de droite, il y avait les dates de dépôt pour chacun des programmes. Parfait. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, il y avait une petite diapo à la fin pour nous, si Maxime ou moi, je peux partager, peu importe qui. Est-ce que c'était essentiellement vos informations? Oui, mais il y avait 4 petites choses à retenir. OK. J'arrête mon partage. Allez-y, prenez le contrôle. Oui, je veux bien, mais je vais regarder comment le faire. C'est beau. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Ça ne sera pas long. Bien, en fait,
les petits mots de la fin pour ce qui est de notre partie à la Fondation à retenir. Vous avez plus d'une dizaine de programmes d'aide financière pour déposer votre projet. Alors, le choix, il est là. On parle beaucoup de faune, habitat faunique, c'est notre travail, mais en même temps, ça intègre les milieux naturels. Vous avez une date limite pour utiliser la totalité des sommes de votre fonds. Alors, c'est important à retenir. Il ne faut pas attendre 2025, 2024. Il faut commencer dès maintenant à regarder vos projets, à regarder nos dates pour déposer. On a beaucoup de programmes qui sont déposés déjà le 1er octobre. C'est très rapide, mais on en a d'autres bientôt à l'automne et à l'hiver prochain. Et n'hésitez pas à vous allier avec des partenaires locaux. Si vous n'êtes pas à l'aise de le mener tout seul, votre projet, parlez à d'autres municipalités, parlez à d'autres partenaires qui pourraient vous accompagner à faire votre projet. Alors, c'est pour ça que je vous dis, approchez vos partenaires dès maintenant. Puis, vous avez un soutien, un accompagnement pour structurer votre projet ou pour faire le suivi administratif. On est là, évidemment. Moi et Maxime, on est les 2 premières personnes en lien avec le Fonds des municipalités. Puis, comme il vous a dit, si vous avez des détails à vous demander sur le contenu d'un programme, vous avez sur notre site Internet le nom de chacun des responsables de programme. Donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est que maintenant, vous êtes 48 municipalités adhérentes, bientôt 49. On a un petit bébé qui va s'en venir, Cowansville, notre petit dernier, probablement. On est super fiers. On trouve que c'est une réussite. Puis pour nous, vous faites partie maintenant d'un réseau, un nouveau réseau qu'on a créé du Fonds des municipalités pour la biodiversité. Et on veut maintenir ce réseau-là en place. On veut que vous gardiez contact entre vous, que vous échangez des bons coups. Et nous, on aimerait refaire aussi une autre présentation sur peut-être des initiatives en cours que vous faites et des questions pour que vous ayez l'occasion d'échanger et de partager sur cette plateforme-là ou sur cette journée formation-là qu'on pourrait faire d'ici quelques mois. Alors, on est ouvert à vos commentaires. Puis, on vous remercie de notre côté beaucoup. Je laisserai le mot de la fin à Isabelle. Oui, merci beaucoup, Christine. C'est une très bonne idée de s'inspirer les uns des autres aussi. Alors, si lors d'une prochaine rencontre, on peut avoir des projets qui sont, même s'ils ne sont pas finalisés complètement, mais qui sont en cours de route, je pense que ça pourrait être très inspirant pour tout le monde de voir ce que les autres font. Alors, ça serait vraiment, vraiment intéressant. Je partage rapidement mon truc pour que vous puissiez avoir à nouveau les références. Je vous invite à aller voir les sites Internet. Vous avez plus d'informations, puis les liens vers les programmes là, sur le site de la Fondation de la Faune du Québec. Les coordonnées, bien sûr, de Christine et Maxime, ce sont vos 2 personnes ressources. N'hésitez pas à leur faire un petit coucou et à les appeler. Alors, pour moi, c'est pas mal le mot de la fin, à moins que Christine et Maxime ou Delphine, vous vouliez rajouter quelque chose, mais vraiment, je vous remercie pour votre participation. N'oubliez pas la date limite. Mettez ça dans vos agendas, dans votre planification. On comprend tous que vous allez avoir des nouveaux conseils municipaux qui vont être nommés bientôt. Alors peut-être que c'est un peu au ralenti, là, mais quand même, il suffit d'inscrire ça pour ne pas rater les échéances parce que ça serait dommage de ne pas tirer pleinement profit des fonds qui sont mis à votre disposition pour protéger la biodiversité. Merci tout le monde, puis on se revoit bientôt. Merci, au plaisir. Merci. Merci beaucoup, tout le monde. Merci à tous. Merci. Merci, bye bye. Je crois que je peux arrêter l'enregistrement. Je cherche comment.